bonjour messieurs, dames. Merci d'être avec nous ce midi. Pour cette séquence, on va se donner une petite heure, une bonne heure, on va voir, mais une heure, ce sera déjà bien, autour du plan épargne entreprise et en l'occurrence d'un retour d'expérience sur une approche innovante sur laquelle nous avons travaillé ces derniers mois, pour ne pas dire ces dernières années, Louis, si on est tout à fait honnête. Et justement parce que c'est un projet qui a mis du temps à se monter, à se structurer, qui a une conduite du changement associée. On avait envie, depuis le début, c'est ce qu'on s'était dit Louis, et puis Maxime qui a embarqué ensuite, d'en faire quelque chose qui puisse faire gagner du temps à d'autres. Voilà. Et donc, pourquoi ce webinaire aujourd'hui? Pour vous faire un retour d'expérience aussi concret que possible sur le dispositif en tant que tel, mais aussi sur sa mise en œuvre, sa mise en place, les échanges avec un CSE par exemple, pour que vous puissiez gagner du temps et, on l'espère, mettre en place ce type de démarche dans d'autres organisations. Voilà ce qui nous a profondément motivés à vous proposer ce temps ce midi. On se présente rapidement à vous. Je vous en dis un peu plus ensuite sur ce qu'on a envie de partager avec vous aujourd'hui. Et ensuite, donc, n'hésitez pas dans la discussion de ce Zoom à nous faire savoir ce qui vous intéresse particulièrement pour qu'on puisse s'adapter un petit peu. Je vais être poli en vous donnant la parole dans un premier temps. Louis, Maxime, si vous voulez vous présenter avec une figure que je vous impose. C'est que pour sortir des étiquettes parfaitement classiques, j'aimerais que vous partagiez, en plus de ce que vous allez dire, vous partagez une de vos passions pour que ça humanise un petit peu plus ce webinaire. Voilà, la parole est à vous. Maxime. Vas-y Louis, je te laisse introduire et je prendrai la suite. Bonjour à tous, Louis Noiret, donc je co-dirige Noiret Patrimoine, qui est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine qui est spécialisé sur la thématique de la finance solidaire. Voilà, le cabinet a pour objectif d'accompagner nos clients qui sont des particuliers, mais également des entreprises, des associations, des fondations, dans la gestion de leur patrimoine en leur proposant de cumuler un rendement financier avec un impact social ou environnemental positif, et donc d'orienter l'épargne vers le secteur de l'économie sociale et solidaire, pour notamment permettre de soutenir un certain nombre de thématiques qui sont recoupées sous ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, donc tout ce qui est entreprise d'insertion, entreprise adaptée pour personnes handicapées, projet de développement durable, de transition agricole, écologique, etc., etc. On a également un deuxième pôle d'activité qui va être plutôt l'objet de notre réunion d'aujourd'hui, c'est un pôle partage du profit qui va accompagner les entreprises dans la mise en place de tous les mécanismes de partage de la valeur au bénéfice des collaborateurs. Ça passe notamment par l'épargne salariale, d'où ce webinaire aujourd'hui pour vous présenter une innovation qu'on a travaillée avec Norcis sur une épargne salariale qui soit 100% responsable et solidaire. Voilà. Et donc, à titre personnel, je dirais que je suis quelqu'un d'assez curieux, donc ma passion et qui se retrouve aussi dans le cabinet, c'est d'aller rencontrer les entrepreneurs, de pouvoir découvrir des entrepreneurs inspirants, de voir des projets, des modèles économiques innovants, des choses qu'on retrouve beaucoup dans l'économie sociale et solidaire. Et c'est vraiment le fait de pouvoir créer ce lien entre nos clients investisseurs et ces porteurs de projets innovants et engagés qui est une vraie motivation pour moi, proche de la passion, au vu du temps et l'énergie qu'on y consacre. Maxime, je t'en prie. Super, merci Louis pour cette belle introduction. Je commence par vous remercier, messieurs Thomas, Louis et vous qui vous êtes connectés aujourd'hui. C'est avec grand plaisir qu'on a dit un immense oui pour vous accompagner sur ce webinaire, cette conférence digitale dédiée à la finance durable. Moi, j'ai eu une chance et même un privilège, je trouve aujourd'hui, car je représente une société de gestion de portefeuille qui s'appelle Mirova, qui est un acteur extrêmement engagé de la finance dite durable, utile. En tout cas, c'est comme ça que j'aime bien me caractériser et je le fais en 2 mots. Finance, pourquoi? Parce que notre métier premier est évidemment de générer de la performance financière pour vous, épargnants, investisseurs.
mais de le faire de manière utile en allant chercher des objectifs qui vont bien au-delà de simples, entre guillemets, objectifs financiers et des objectifs qui vont contribuer à essayer, on n'a pas de prétention et on est très humble vis-à-vis de ça, mais des objectifs qui vont contribuer à améliorer le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et pour exprimer tout ça avec une image et avec un peu de pédagogie, pour vous, l'image que j'aime bien reprendre, c'est que si on s'était parlé, c'est un peu un retour en arrière, si on s'était parlé en 1950, on aurait parlé uniquement de performance financière. Et puis tout ça a évolué un petit peu vers la fin des années 60 et au début des années 70, puisque peut-être que ça vous parle, mais on a vu l'apparition de ce qu'on appelle le ratio de Sharpe, qui, au-delà dans la finance de la performance financière, a intégré une notion de risque. Et donc ce couple rendement-risque. Et puis notre belle industrie qu'est la gestion d'actifs, eh bien, a évolué. Et aujourd'hui, on est en train de découvrir qu'il y a en réalité une troisième dimension qui est le non financier, qui est cette finance dite durable, responsable. Et en fait, tout ça vient s'imbriquer dans un plan. Mirova est un acteur extrêmement engagé sur ces sujets depuis 10 ans, avec une approche qui est, certes de le dire dans le discours que je peux délivrer actuellement, mais avec cette forte ambition de pouvoir vous le démontrer, le rendre mesurable et pour simplement sortir d'une approche de greenwashing qu'on reproche à beaucoup d'acteurs de la gestion et de l'investissement aujourd'hui et que souhaite absolument s'extraire Mirova. On y reviendra, on reprendra des exemples. Voilà. Donc Mirova est un acteur engagé sur une finance durable, connectée au financement de l'économie dite réelle et qui souhaite vous montrer, c'est vraiment mon enjeu aujourd'hui premier, eh bien qu'il existe cette finance qui est audible, accessible et compréhensible pour tout le monde. Sans raconter ma vie, mais et dans la continuité de ce que je viens de dire, pour évoquer peut-être une passion, j'ai également la chance depuis un peu moins de 10 ans maintenant d'être trésorier d'une ONG qui est portée par ma maman, qui s'appelle France-Guinée Coopération et qui a pour vocation eh bien, d'accompagner le déploiement de projets assez ambitieux en Afrique de l'Ouest pour eh bien, accompagner ce continent qui est à la tournée des grands chemins sur des enjeux de santé, d'infrastructure. J'en suis le trésorier et donc également connecté au déploiement et à l'accompagnement d'entrepreneurs de chefs d'entreprise, donc du domaine privé, d'infrastructures et d'organismes publics, et donc avec une dimension aussi qui consiste à combiner évidemment recherche de rentabilité et de fort impact avec toutes les dimensions qu'on peut imaginer de consommation sociale, sociétale, etc., etc. Voilà pour vous décrire un petit peu qui est Mirova et qui je suis et le trait d'union entre mon métier de tous les jours au quotidien chez Mirova et l'une de mes passions qui me prend par ailleurs pas mal de temps. Ouais, je vous remercie les gars parce qu'en fait vous avez déjà démarré la pédagogie sur le sujet, c'est parfait. Pour terminer de compléter ce tour de table, je veux dire donc moi je représente la société Norcis qui est une entreprise de services numériques de près de 700 salariés implantée dans différentes villes de France mais aussi au Maroc, qui a été créée il y a une petite trentaine d'années. Qui partage avec Mirova et Noiret un point commun, à savoir d'être certifié Bicorp comme Mirova et d'être société à mission comme Noiret Patrimoine. On parle souvent d'interdépendance entre les entreprises de ces communautés-là. Ben là, on a une parfaite preuve d'interdépendance et d'innovation croisée par les motivations profondes que sont celles de ce type d'entreprise. Et c'est notamment ce qui a amené voilà, ce webinaire. Ajouter que j'ai le privilège et la grande joie de co-présider le mouvement des Bicorp en France, donc ça facilite aussi ce type de rencontre, bien évidemment. Pour ce qui est de la passion, il faut que je vous fasse un aveu, c'est que j'ai une passion que j'ai de plus en plus de mal à assumer, ça s'appelle le football. Parce que le monde du football, et particulièrement le monde professionnel, devient, je trouve, de plus en plus inqualifiable. Il y a un truc qui m'a sauvé cette année. Ce truc, ça s'appelle le RC Lens. Pour ceux qui suivent un petit peu tout ça, le RC Lens, c'est un peu le petit poussé de la Ligue 1, mais qui, en surfant sur des valeurs qui restent très centrées sur l'humain et une gestion raisonnée de l'argent, etc., et puis avec un terroir très, très particulier, a réalisé de très grandes choses cette année. Et en fait, j'y vois une analogie
avec ce que nous pouvons être au sein des sociétés à mission, des bicorps et autres. C'est-à-dire qu'on est encore des petits poussés du monde économique, mais par les valeurs que l'on défend et la concrétisation de ces valeurs et la ferveur que ça commence à susciter, je pense qu'on va commencer à avoir une vraie influence et de beaux résultats au sein du monde économique. Donc, j'espère qu'on finira en haut du classement dans les années à venir pour avoir un impact positif sur les écosystèmes les plus larges possibles. Voilà, j'ai essayé de faire une culbute entre ma passion et ce qui nous motive profondément tous ensemble. Alors, pour démarrer sur le sujet, il faut que je commence par vous raconter une courte histoire. En fait, cette histoire, elle commence il y a à peu près 3 ans, quand, dans le cadre de nos réflexions sur la stratégie climat du groupe Nord6 et les investissements que l'on fait pour contribuer à un monde bas carbone, qui passe par l'innovation dans nos métiers, qui passe par des projets que l'on réalise, par exemple, dans la transition écologique, mais qui passe aussi par réduction de nos émissions de gaz à effet de serre et financement de projets de transition, par ailleurs, ce qu'on appelle de la contribution carbone. Il y a un truc qui, à un moment donné, me saute aux yeux et dont on prend conscience au niveau de la direction de Nord6, c'est qu'en réalité, les budgets qu'on alloue chaque année pour financer ces projets, par exemple, ceux qui sont très largement connus comme des plantations d'arbres, mais nous, de plus en plus, c'est plutôt le financement de la transition écologique d'exploitation agricole. En fait, on se rend compte que ces montants-là sont finalement quand même assez faibles au regard de ce que l'on peut avoir comme montant engagé dans le plan épargne entreprise et des encours. Voilà. Le problème que cela pose, c'est que ces encours, on a pris conscience qu'ils finançaient, pour des raisons principalement légales, de très, très grandes entreprises. Pourquoi pas? Ce qui nous a beaucoup dérangé, c'est que l'opacité sur ce que ça finançait concrètement était forte. Je vais me permettre d'être assez caricatural. Si vous financez une entreprise historiquement engagée dans l'exploration et le forage pétrolier, mais qui a des projets de transition dont on a méchamment besoin, je peux être tout à fait en accord avec le financement de projets de transition, beaucoup moins si ça continue à financer des projets à forte intensité carbone. Ça, le problème, c'est qu'on ne le savait pas. Et donc, on s'est creusé un petit peu la tête, on s'est rendu compte qu'on manquait de compétences pour ça, et donc on s'est entouré, on s'est épaulé. C'est là que Noiret est entré dans la danse, c'est là qu'on a creusé ce que proposaient des fonds comme Mirova. Et donc, de cette prise de conscience est née l'envie de faire évoluer les choses. Et ça a demandé du temps parce qu'on est sur un sujet qui est celui de la redistribution de la richesse que l'on crée, qui est celui de la co-construction, notamment avec notre CSE, qui a un droit de regard, de décision sur des sujets comme cela. Et donc, on a engagé une réflexion avec ce CSE. Je termine par une chose, c'est qu'en fait, le sujet avait un petit peu du mal à avancer jusqu'à un jour où un salarié de Nord6, pendant ses vacances, alors qu'il écoute France Inter, en tant qu'une entreprise très connue de ces milieux-là, va publiquement soutenir la stratégie climat Total lors de son assemblée générale, alors que celle-ci n'est pas alignée avec les accords de Paris. Et ça le perturbe beaucoup parce qu'il se trouve que cette entreprise était notre partenaire, elle est toujours d'ailleurs en partie. Je la nomme pas pour rester sur le positif avant tout. Mais du coup, me dit, il faut qu'on fasse évoluer les choses. Et en fait, de son énergie, de son envie, alors même qu'il était en vacances, est née une accélération de cette démarche et de ce projet. Et c'est pour ça que je souhaite pointer le doigt dessus, parce que ça dit quelque chose des évolutions de culture, de mode de pensée de nos équipes, notamment parce qu'on a imaginé un modèle qui s'appelle la perma-entreprise et qui est en train de changer beaucoup de choses. Je vois 2-3 têtes connues ici, donc j'en profite pour le dire. Et donc de là, voilà, naît cette dynamique et ce projet qui visait à faire naître un dispositif qui n'existait pas, qu'on ne trouvait pas ailleurs. Je remercie donc 1000 fois l'équipe de Noiret, Patrimoine, l'équipe de Mirova aussi, d'avoir permis de rendre tout ça possible. Et donc, ce que je te propose, Louis, pour commencer peut-être, c'est d'évoquer plus concrètement, qu'on soit le plus concret possible, au-delà de la démarche en interne qu'on pourra peut-être évoquer plutôt à la fin, qu'est-ce qu'a généré en termes d'innovation cette démarche et surtout quelle est la proposition que l'on a faite finalement à nos salariés qui vient d'ailleurs d'être validée ces dernières semaines. Oui, merci Thomas. Alors, comme le disait Thomas, ce qui était très intéressant, c'est que nous, je l'ai évoqué rapidement dans mon introduction et dans ma présentation, on avait déjà un pôle d'activité qui était spécialisé sur ce sujet de l'épargne salariale, mais au sein d'un cabinet qui est spécialisé de manière globale sur la thématique de la finance solidaire. Pourquoi on avait créé ce deuxième pôle d'activité? Déjà, il y avait un lien étroit, c'est qu'en fait,
l'épargne salariale représente les 2/3 des encours, donc des investissements financiers qui sont réalisés dans le secteur, dans la finance solidaire, et donc in fine fléchés vers l'économie sociale et solidaire, ces projets qui ont un impact social ou environnemental fort. Et donc, quand Thomas est venu nous voir pour nous parler du projet de Nord6, nous, on a sauté sur l'occasion parce que ça faisait déjà quelques années que on était acteurs sur ce métier de l'accompagnement des entreprises dans la mise en place des dispositifs d'épargne salariale. On faisait de la pédagogie auprès des entreprises sur la possibilité de flécher à l'intérieur des plans d'épargne salariale vers la finance solidaire, mais il faut savoir qu'on se confrontait à un certain nombre de contraintes. La première contrainte, c'est que l'épargne salariale, comme son nom l'indique, c'est une épargne propre aux salariés et que donc les décisions d'investissement à l'intérieur des plans d'épargne salariale, notamment du PE, et du PERCO restent la décision individuelle de chaque salarié des entreprises. Donc, on ne peut pas, qu'on soit employeur ou qu'on soit conseil de l'employeur comme nous on est, venir faire du conseil sur la finalité de l'épargne. Deuxième point, c'est que, comme je le disais, il y a les 2/3 des encours de la finance solidaire qui proviennent de l'épargne salariale pour une raison simple, c'est que depuis 2010, on a l'obligation dans tous les plans d'épargne salariale d'avoir au moins un fonds de finance solidaire qui est référencé, un fonds qu'on appelle 90-10, donc 90% investi en bourse avec des critères éthiques et 10% investi en direct sur le secteur de l'économie sociale et solidaire. Mais comme je viens de le dire, c'est un fonds sur une gamme, une proposition de solutions de placement qui peut être composé de 5, 10, 15, 20, parfois 50 fonds pour les gammes les plus étoffées, et que donc pour un collaborateur qui n'a pas une pédagogie financière importante et qui a du mal à s'approprier le fonctionnement de l'investissement financier à l'intérieur du PE, etc., on s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant. Donc, quand Thomas est venu nous voir en disant, bah voilà, on se rend compte que notre épargne salariale n'est pas au service des valeurs de Nord6, qu'il y a un sujet d'impact environnemental, qu'il y a un sujet aussi de faible impact social, etc., on s'est dit, c'est l'occasion de créer un plan d'épargne salariale qui référence que des solutions de placement qui intègre une dimension éthique et solidaire, qui intègre, selon nous, l'approche la plus poussée en termes d'impact, avec évidemment, et je ne vais pas rentrer trop dans le détail tout de suite, Thomas, donc je te laisse me couper, mais évidemment avec certaines contraintes réglementaires que tu as évoquées sur l'épargne salariale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut dans l'épargne salariale parce qu'il y a une logique première de protection de l'épargne des collaborateurs. Donc, on a un certain nombre de contraintes, notamment le fait de passer par des fonds d'investissement, de ne pas pouvoir référencer des projets d'impact de manière individualisée, avec le fait que ces fonds d'investissement doivent répondre à un certain nombre de ratios et notamment à une possibilité de liquidité, c'est-à-dire de disponibilité de l'épargne des collaborateurs. Mais malgré ces contraintes, on a voulu construire ce plan qui soit véritablement le plus impactant possible, avec des approches qu'on estimait comme étant les plus exigeantes du marché sur ces sujets d'impact sociaux ou environnementaux. Louis, du coup, j'en profite parce que ça offre la transition sur un plateau pour Maxime. En fait, il est vrai que quand nous, on a exploré tout ça, on s'est assez vite rendu compte que les normes de l'investissement socialement responsable n'étaient pas satisfaisantes. Voilà, je le dis très clairement, en tout cas de notre fenêtre. Et donc, il fallait qu'on trouve des acteurs qui étaient capables de proposer des solutions et des méthodologies d'évaluation de projets, de constitution de fonds, bien mieux disant que la norme. Voilà. Et c'est notamment ce que vous proposez, Maxime. Donc, si tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus sur la façon dont vous garantissez que l'argent qui va être placé bénéficie bien plus à l'économie à impact positif, et prendre ce terme-là pour être assez large, ça, je pense que ça sera utile. Et puis ensuite, on prendra le fil sur la mise en place du dispositif. Bien sûr, avec plaisir.
Merci pour la question. Ça me permet effectivement de dresser un petit peu le portrait robot de Mirova et effectivement de vous dire comment nous, on estime s'extraire entre guillemets de cette tendance de greenwashing et comment Mirova s'intègre vis-à-vis de ça. Je commencerai peut-être par, je ne vais pas vous noyer sous les logos et les chiffres, mais en fait, le monde de la finance durable est en train de beaucoup évoluer, est en train de se structurer, de plus en plus d'acteurs en parlent et tout ça est extrêmement positif puisque l'impulsion est réellement présente. Ce qui peut-être nous distingue chez Mirova, non pas dire qu'on fait mieux que tout le monde, il n'y a ni du bien ni du mal, mais chez Mirova, toutes les solutions, puisque nous sommes fournisseurs de solutions financières à intégrer dans l'enveloppe que Thomas et Louis structurent pour vous, l'épargne salariale et l'épargne retraite par exemple, toutes les solutions financières que nous proposons chez Mirova ont le label ISR et au-delà, c'est tout l'enjeu, de ce label, vous avez d'autres labels spécifiques liés à l'impact environnemental positif, liés à l'impact solidaire positif, qui vont vous permettre en un clin d'œil d'avoir une grille de lecture qui va, en forme d'entonnoir, en extraire ce qui peut se faire de meilleur sur ces notions-là. Je prends 2 exemples. Le premier, c'est un label qui s'appelle le Greenfin, qui est sponsorisé par le ministère de l'écologie et qui liste ce que l'on appelle des éco-activités, qui sont des secteurs et des entreprises qui vont avoir un impact direct positif sur la transition environnementale, par exemple. Et il y a par ailleurs, pour rebondir sur ce qu'évoquait Louis juste avant, le label Finansol, qui est le label dédié à la qualification de la finance solidaire et qui eh bien, permet de flécher l'épargne dans des fonds dits 90-10 que nous proposons chez Mirova, 90% investis dans des sociétés cotées qui respectent tout ce qu'on peut imaginer sur l'approche des objectifs de développement durable et 10% investis dans des sociétés non cotées matures et rentables, mais auprès d'entrepreneurs locaux, régionaux extrêmement impliqués sur leur territoire, sur la réinsertion de travailleurs handicapés, sur la réinsertion de chômeurs de longue durée, sur la réinsertion de travailleurs issus de milieux pénitentiaires. On pourrait donner des exemples, 1000 exemples, je peux en donner un qui caractérise vraiment cette approche, c'est que dans les fonds de Mirova, 90-10, sur cette approche solidaire par exemple, eh bien, nous avons été amenés à financer les cafés joyeux. Les cafés joyeux qui constituent une chaîne que vous retrouvez dans toutes les grandes capitales régionales de France, y compris dans le nord de la France, et qui contribuent à insérer eh bien, des collaborateurs qui, pour 100% d'entre eux, eh bien, sont atteints de la trisomie 21. Voilà pour vous donner un exemple qui est clair et concret. Dans les portefeuilles de Mirova, côté ou non cotées, parce que l'expertise de Mirova est extrêmement large. Elle adresse les actions cotées, les obligations. Elle adresse également le financement de sociétés TPE, PME et ETI non cotées. Il n'y a aucune exposition aux énergies fossiles. Ça vient notamment de ce label Greenfin sur l'environnement qui exclut tous les acteurs du fossile. Et ça vient aussi, encore une fois, je ne suis pas là pour jargonner, mais peut-être quelques termes à apprendre, du fait que Mirova fait ce qu'on appelle du best in universe. Le best in universe est une méthodologie qui est adoptée par seulement 1/3 des gens comme nous en Europe. 2/3 des gérants font autre chose. Ce tiers de gérants dont fait partie Mirova va non pas aller chercher dans tous les secteurs d'activité l'acteur qui a la meilleure empreinte carbone. C'est une méthodologie où, par exemple, parfois vous avez du total dans les portefeuilles ISR. Oui, pourquoi? Parce que le gérant va prendre tous les secteurs de la cote, y compris le fossile, et va aller chercher dans le fossile celui qui a le plus fort impact positif sur l'environnement. Total en fait partie parce que Total investit massivement sur la transition écologique. Nous, chez Mirova, on n'est pas dans cette réflexion-là. On fait du best in universe. On va écarter certains secteurs d'activité. Le fossile en fait partie. Vous ne retrouverez donc jamais de Total dans les portefeuilles de Mirova. Et dans les secteurs que nous avons définis, nous allons aller chercher les acteurs qui ont la meilleure notation en termes d'impact environnemental et solidaire, par exemple. Et tout ceci, et j'insiste et je le dis parce que c'est extrêmement important pour nous, est basé sur une équipe en interne chez Mirova qui est spécialisée sur la recherche extra-financière. C'est peu le cas chez mes confrères de la place aujourd'hui. Cette équipe extra-financière, c'est une vingtaine de personnes chez Mirova. Ce sont tous des gens qui ont des profils d'ingénieurs qui sont extrêmement spécialisés sur des pans très focalisés de nos économies et qui vont adopter une méthodologie qui est extrêmement forte où en fait on va utiliser
les objectifs de développement durable qui ont été listés par l'ONU, il y en a 17 en 2015 lors des accords de Paris, comme métriques d'approche. Et à chaque fois qu'on va analyser une entreprise, qu'elle soit cotée ou qu'elle soit non cotée, eh bien, on va regarder quelle est sa contribution à ces objectifs de développement durable, à quelques-uns de ces objectifs. Et nous allons sélectionner dans les portefeuilles proposés à Noiret Patrimoine que les entreprises qui sont en notation positive ou engagées en termes de contribution. Et voilà, donc on a une méthodologie qui est extrêmement granulaire et on va, et ça aussi c'est important pour vous, à chaque fois, à la fois qualifier ce qu'on appelle des externalités positives, qui paraissent assez évidentes dans le bien ou le service que peut proposer une entreprise, mais aussi les externalités négatives. Je vous prends un exemple qui est très concret pour concrétiser un petit peu le propos. Par exemple, si on a une entreprise qui a un très bel effet sur la pollution, mais si cette même entreprise a une émission carbone, une empreinte carbone qui est très mauvaise, bah, vous comprendrez que c'est évidemment pas une excellente idée d'y investir. Et donc, on va vraiment avoir une approche d'analyse d'opportunité et de risque. Et c'est cette équipe d'analyse extra-financière extrêmement riche et importante qui va nous permettre de le faire avec une approche, c'est vrai, qui est extrêmement qualitative. On a tendance dans la finance à tout vouloir mettre en chiffres et en KPI, en objectifs. Ici, l'approche est extrêmement qualitative. Et pour une entreprise donnée, encore quelques petits termes qui vous feront peut-être apprendre quelques notions, on a une approche qui est, dans la sélection de nos entreprises, extrêmement circulaire. On qualifie cette approche de scope 1, 2 et 3. Encore une fois, pour dire, on va calculer ce qu'une entreprise nous permet d'éviter en termes d'émissions de gaz à effet de serre. On va calculer quelles sont les émissions qui sont induites également par son activité et on va faire en sorte que la balance soit positive sur les émissions évitées. Donc, ça passe évidemment par tout ce qui est émissions de CO2, je dirais en direct. C'est le chauffage de l'entreprise, ce sont les émissions de son parc automobile, par exemple. On va basculer sur le scope 2 qui constitue les émissions de CO2 indirectes qui sont liées à l'énergie. Ce sont les émissions qui sont créées lors des processus de production d'un produit, par exemple, qui vont qualifier ce qu'on appelle l'empreinte carbone énergétique de l'entreprise. Et puis, il y a le scope 3, et rares sont les acteurs de la gestion d'actifs comme Mirova qui intègrent le scope 3 dans leur construction de portefeuille et de fonds qui vous sont ensuite vous proposés en tant qu'épargnant. C'est tout ce qu'on qualifie d'émissions indirectes de l'entreprise. C'est par exemple l'approvisionnement, le transport, l'utilisation et la fin de vie, le fameux recyclage. Voilà. Donc vraiment une approche chez Mirova qui vient qualifier ces notions d'impact environnemental, social et solidaire, et avec une mesurabilité qui est extrêmement concrète pour les épargnants, puisque sur tous les reportings que l'on propose, il y a la trajectoire de réchauffement climatique de nos portefeuilles. C'est 1,5 degré chez Mirova, lorsque les grands indices mondiaux cotés sont plutôt à 3,5 voire 4 degrés supplémentaires. Et d'ailleurs, les assureurs nous disent qu'un monde à 4 degrés est un monde qui n'est pas assurable tant il engendrera de catastrophes naturelles. C'est par exemple la création d'emplois, c'est par exemple un critère d'impact sur la protection de la biodiversité. On est en train de travailler avec d'autres acteurs de l'asset management. Donc voilà un petit peu qui est Mirova et quelle est sa manière de travailler sur ces notions concrètes d'impact pour vous. Merci Maxime. Thomas, si j'ai le temps, j'aimerais bien juste rebondir 2-3 minutes sur ce que Maxime vient de dire, peut-être pour faire un brin de pédagogie pour ceux qui sont moins familiers du fonctionnement financier. Nous, l'approche et la réflexion, je pense qu'on partage avec Maxime et qui a été appliquée là dans la construction de ce plan d'épargne salariale avec Nord6, c'est de dire qu'il y a 3 formes de finance. Vous avez la finance traditionnelle qu'on connaît tous qui va rechercher à maximiser le profit. Après, vous avez la finance responsable ou l'investissement socialement responsable, où là, on va investir en bourse, mais donc sur des sociétés cotées, des sociétés souvent d'assez grande taille, mais en intégrant pas uniquement une analyse financière, mais aussi des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et on parle beaucoup ces dernières années d'investissement socialement responsable, avec un point de vigilance qui est qu'il y a plusieurs méthodologies et plusieurs approches à l'intérieur de l'investissement socialement responsable. Donc, l'ISR ou l'investissement socialement responsable n'est pas à jeter à la poubelle ou à bannir, il est à prendre justement en profondeur en analysant les différentes approches. Je vais vous donner rapidement les 4 approches principales, mais la première approche, c'est l'exclusion, où on dit on exclut les secteurs comme le secteur pétrolier, la pornographie, l'armement, etc.
Après, nous, on considère, et je pense que c'est le cas de Mirova, que ne pas faire le mal, ça ne veut pas dire faire le bien. Donc, ce n'est pas suffisant. On a une deuxième approche que Maxime a évoquée, best in class, en disant on va sélectionner les meilleurs acteurs sur les critères environnementaux, sur les critères sociaux et sur les critères de gouvernance par secteur. Mais là, on va pareil retrouver des disparités. Total est le meilleur acteur du pétrolier parce qu'il investit beaucoup sur la transition énergétique, mais ça représente moins de 1% de son chiffre d'affaires. Vous voyez? Voilà, donc merci Thomas de les projeter. Ensuite, on a une troisième approche, donc là, il est numéroté en 2 du coup sur l'écran, l'approche Best in Universe, qui est beaucoup plus exigeante et qui applique notamment Mirova, qui est de dire, tout secteur d'activité confondu, on sélectionne les meilleures entreprises pour leurs bonnes pratiques environnementales, sociales et de gouvernance. Bien évidemment, des sociétés qui, derrière, ont des fondamentaux économiques et financiers qui permettent d'avoir de la performance. Ça, c'est un prérequis, si vous voulez, dans mes propos. Et une dernière approche aussi qui est intéressante, c'est l'approche thématique. De dire, voilà, mon fonds d'investissement ne va investir que sur des sociétés qui œuvrent pour le développement durable, pour l'accès à l'eau potable, pour la transition écologique, pour le vieillissement de la population, pour la réinsertion, etc., etc., etc. Et donc, nous, dans la construction de ce plan d'épargne, on s'est focalisé sur des approches exigeantes. Donc, l'approche Best in Universe, l'approche thématique, parce qu'on considérait que c'était les approches qui étaient les plus exigeantes pour répondre aux enjeux qu'on connaît tous, et Mirova en est un très bon représentant. À ça se rajoutera les fonds solidaires, mais on en a parlé, les fonds 90-10 notamment, ou les fonds de partage. Vous êtes peut-être familier de ça. Les fonds de partage sont des fonds qui investissent en bourse avec une approche qui peut être Best in Universe ou thématique, mais où il y a des frais de gestion ou une partie de la performance qui est reversée sous forme de dons à une association. Et donc ça, c'est des mécaniques qui permettent au sein de la finance responsable et solidaire d'avoir un impact fort. Et voilà. Donc j'ai terminé, Thomas, pour la petite partie pédagogie. Mais je pensais que c'était important de resituer tout ça. Bon, je ne connais pas le degré de connaissance sur ces sujets de celles et ceux qui sont avec nous ce midi, mais bon, vous comprenez que la pédagogie est importante. C'est pour ça que si on commence à glisser vers la mise en place, la conduite du changement, ça a demandé du temps parce qu'il a fallu, Louis, on a dû faire 3, 4 réunions avec les membres du CSE de Nord6 pour décrire tout ça, pour rentrer dans le détail, pour regarder aussi parfois les fiches détaillées de ce qu'il y avait derrière les différents fonds qu'on pouvait proposer. Moi, je vais me permettre une synthèse et un regard critique sur tout ça, parce que je pense qu'il ne faut pas non plus trop se réjouir. On n'est pas encore du tout allé assez loin, je trouve, par rapport à ce qu'il faudrait faire. Mais on fait de notre mieux avec les contraintes légales et du marché. Donc, franchement, aujourd'hui, on en est là. Vous comprenez qu'un fonds solidaire à 90-10, ça reste que 10%, dont on est absolument certain qu'ils vont financer des choses qui, dans notre cas, rentrent avec les 3 principes éthiques indissociables du modèle PERMA. Mais voilà, c'est ce qu'on peut faire de mieux à date. Et j'espère qu'en allant vers ça progressivement, on aura aussi une influence sur la norme pour que cette norme soit mieux disante. Mais aujourd'hui, il est clair que le PE existe pour créer une richesse supplémentaire pour les salariés, qui doit être volatile parce que face à des événements de la vie, qu'ils soient heureux ou moins heureux, il faut que cet argent puisse être rapidement sorti. Il est évident qu'on ne va pas dire à un petit acteur de l'économie sociale et solidaire du jour au lendemain, désolé, le financement qu'on vient de vous octroyer pour financer un projet sur 3-5 ans, en fait, il s'en va. C'est impossible. Donc, de toute façon, on a ces contraintes-là avec lesquelles il faut composer. Je vous parle là à titre personnel en tant que citoyen, c'est très frustrant. Mais c'est une réalité avec laquelle il faut composer. Donc, voilà, vous voyez comment, par l'exigence et les moyens que mettent en œuvre des fonds comme Mirova, on arrive quand même à faire des choses bien. Et par l'expertise de Noireau, on arrive à co-construire un dispositif de plan épargne entreprise qui se veut le plus équilibré. Et je commence à rentrer dans la conduite du changement, dans le déploiement. Pour que ça passe, ce qu'on a dû faire, Louis, tu te souviens bien, ça a été de se mettre d'accord sur certains critères. Une fois que la pédagogie était faite et que les membres du CSE adhéraient bien à l'idée qu'il fallait qu'on fasse progressivement évoluer le fléchage de ces fonds, il a fallu qu'on trouve des équivalences de fonds
mieux-disant en termes de niveau de risque, en termes de performance financière, notamment. Il a fallu aussi qu'on trouve un équilibre pour ne pas proposer trop de fonds différents, parce que sinon ça devient très compliqué. Et il y a un truc qui a été absolument déterminant aussi dans l'évolution du dispositif qu'on propose, hein, c'est qu'en fait, par le passé, il y avait un fonds par défaut, et on s'est rendu compte que par défaut, en fait, ça captait 65% des fonds pour différentes raisons. Ça peut être que des salariés ne se sont pas occupés de ça, n'ont pas ressenti d'avoir suffisamment de compétences pour décider, etc. Et c'était sur un fonds monétaire qui, pour être tout à fait honnête, était pas mieux disant. On a aussi fait un truc important, c'est qu'on a déterminé un nouveau fonds par défaut avec le CSE qui, lui, est mieux disant. Et ça va sans doute changer beaucoup de choses parce qu'on peut faire tous les efforts de pédagogie. Plein de cas spécifiques font que tout le monde ne prend pas le temps de regarder le détail de chacun des 10 fonds qu'on propose aujourd'hui, ne se sent pas à l'aise de choisir les niveaux de risque, etc. Donc ça, c'était hyper important. Louis, si tu as peut-être une ou deux anecdotes, souvenirs qui te reviennent sur des points clés de tes échanges et des questionnements du CSE, je pense que ça peut être intéressant de les partager. Je vais essayer de meubler parce que je te prends un petit peu de cours, alors je vais être sûr que tu trouves les bons exemples. Mais Non, si non, tu mais en as qui te viennent, déjà, je n'hésite pense que pas. ce qui est important, c'est que c'est de bien comprendre l'ampleur de l'implication des équipes de Nord-6 dans cette conduite du changement. Parce que ça a commencé, vous savez, les belles histoires, j'ai envie de dire, elles commencent toujours par de la relation humaine. Et Thomas et moi, on se connaissait un peu par ailleurs, parce qu'on s'était rencontrés sur différents sujets. Voilà, on est entreprise à mission ensemble, etc. Et donc, on a fait une première réunion en se disant, bah voilà, il y a ce projet chez Nord6 de faire évoluer le plan d'épargne salariale, qu'est-ce qu'on peut faire? Et on a fait plusieurs réunions, on a commencé à comprendre qu'on pouvait faire des choses. On est allé voir le CSE, on a fait plusieurs réunions avec le CSE, et le CSE lui-même, qui est quand même une instance représentative du personnel, qui a pouvoir pour prendre des décisions au nom des collaborateurs, a demandé explicitement à ce qu'on élargisse à l'ensemble des collaborateurs. Et je ne sais pas si tu te souviens, Thomas, mais on a fait 2 ou 3 webinaires avec, sur les 700 collaborateurs de Nord6, on devait avoir entre 150 et 200 connectés à chaque webinaire pour présenter avec des échanges, avec des réponses aux questions. Et c'était extrêmement important. Aussi important pour ne pas avoir un effet déceptif, parce que je rejoins ce que disait Thomas. On n'est pas du tout en train de. L'objectif du webinaire, c'est pas de dire on est les meilleurs, cet investissement-là, il va changer le monde, etc. Non, c'est de dire on a un dispositif légal qui s'appelle l'épargne salariale, qui a un certain nombre de contraintes. On a l'organisation aussi des marchés financiers aujourd'hui qui fait qu'il faut jouer avec un certain nombre de règles. Par contre, on a essayé à notre échelle, par rapport à nos convictions personnelles et d'entreprise, de construire une solution qui nous semble être la plus impactante ou avec l'approche la plus innovante actuellement par rapport aux contraintes. Et ça, il fallait bien l'expliquer aux collaborateurs parce que, évidemment, qu'à titre personnel, et je te rejoins Thomas, nous, on est spécialisé sur la finance solidaire. Quand nos clients particuliers veulent investir directement dans une entreprise d'insertion, ils peuvent le faire parce que c'est leur épargne personnelle. Quand on est dans un cadre d'une enveloppe fiscale et financière comme l'épargne salariale, on n'a pas les mêmes contraintes. Et donc, on a dû expliquer aux collaborateurs que ça avait déjà un certain nombre d'impacts et de sens, que ce n'était pas non plus là où l'épargne était la plus maximisée en termes d'impact, mais que c'était là où elle était la plus maximisée relativement aux différentes contraintes qu'on avait. Et ça a pris beaucoup de temps. Et c'était important de prendre ce temps. Je pense que à vouloir aller trop vite, on aurait créé des déceptions au moment des premiers versements, au fil des premières années. On aurait des collaborateurs qui seraient revenus en disant « je ne comprends pas, on s'était dit ça, vous m'aviez dit ci ». Donc, ce n'était pas du tout une démarche commerciale, c'était l'intérêt de la co-construire, Thomas, c'est que comme c'est venu de Nord6, on l'a vraiment construit ensemble avec vos attentes. Je vais même aller un cran plus loin, Louis. En réalité, parce que tu n'as peut-être plus cette historique en tête, mais en réalité, la première tentative qui s'est en fait faite de façon assez top-down n'est pas passée. C'est aussi simple que ça. Et c'est seulement du moment où
On a vraiment démarré une démarche d'acculturation et de collective, hein, parce que direction, CSE, salariés plus largement, on n'était pas compétents. C'était absolument nécessaire. Et peut-être pour conclure, et comme ça, on se garde un temps d'échange pour partir de nos invités, de nos convives même, hein, parce que c'est quasiment, c'est un peu un dîner entre convives, là, vu qu'on est. En fait, c'est vous dire que dès le départ, il y a deux choses. Dès le départ, le souhait qu'on a eu avec Louis, ça a été de dire on va co-investir le sujet et on va co-investir dessus dans la perspective de faire en sorte qu'il puisse être répliqué ailleurs. Donc déjà, ça c'est le point important. Et donc Louis, pour conclure, je te redonnerai la parole pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour se mettre en mouvement sur le sujet tout de suite après pour celles et ceux qui le souhaitent. Ça, c'est hyper important parce que c'était volontaire. La deuxième chose, et là je reprends ma casquette plutôt de citoyen et de bénéficiaire de ce dispositif, c'est qu'il est quand même intéressant d'observer par les temps qui courent que quand on regarde les performances à 5 ans des différents fonds qu'on propose aujourd'hui, dont quelques fonds, je dirais encore, parmi les fonds classiques, mais aussi en majorité ces fonds mieux-disants, la performance financière des fonds mieux-disants est de plus en plus égale ou supérieure aux fonds classiques. Donc, on arrive aussi, je pense, à un time to market, pour parler très crûment et très termes financiers ou business, qui commence à être le bon. Et donc, ça veut dire aussi que c'est le bon moment pour faire la sensibilisation, parce qu'au début, chez nous, il y avait une idée reçue qui était, mais attends, si je finance la transition, je n'aurai jamais les rendements que je peux avoir si je finance des projets plus classiques. Voilà, donc je termine là-dessus. Louis, si tu peux juste dire un mot sur demain, si certains, et puis on le mettra en replay, veulent monter à bord, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Et puis on se garde 10-15 minutes de questions-réponses. Ouais, très bien. Oui, alors, donc là, l'objet du webinaire, c'était pas juste de vous partager concrètement comment on a réussi à construire un produit sur mesure dédié à Nord6 et exclusivement pour les collaborateurs de Nord6. Si on fait ce webinaire aujourd'hui, c'est parce que notre démarche aussi était de dire on va co-construire ce projet et réussir à embarquer un certain nombre d'acteurs financiers aussi. Donc, il y a un gestionnaire hein, des plans d'épargne salariale qui est un assureur, donc en l'occurrence ici Generali, qu'on a dû aller chercher et qui a été d'ailleurs, qui a très bien accueilli cette innovation, il faut le dire, hein, Thomas, mais qui forcément a demandé à ce qu'on mette une énergie à la construction initiale. Il y a d'autres acteurs des sociétés de gestion. On a la chance voilà, de travailler par exemple avec Mirova et Maxime était ravi de pouvoir référencer certains de ces fonds dans le plan, etc. Mais nous, notre logique, c'était de dire on va faire ce travail en amont et on va le mettre en place sous une forme inter-entreprise. En fait, un plan d'épargne entreprise, à la base, c'est un contrat juridique qui prévoit l'ouverture d'un plan d'épargne avec des comptes individuels pour les collaborateurs sur lesquels ils vont pouvoir investir leurs primes, notamment des primes d'épargne salariale, donc intéressement, participation, etc., pour ceux qui sont familiers de ce type de dispositif. Le plan d'épargne inter-entreprise, c'est tout simplement un contrat cadre juridique qui prévoit que le plan d'épargne d'un point de vue financier, avec la gamme de fonds proposés, etc., soit le même et que toutes les entreprises puissent venir se brancher avec une adhésion, donc avec un bulletin d'adhésion, tout simplement au dispositif. Et donc l'idée, c'était de dire tout ce travail en amont qui nous a pris du temps, hein, Thomas, on veut le faire pour Nord6 et pouvoir l'ouvrir à toutes les entreprises, à tous les dirigeants, à toutes les structures employeuses qui ont envie de venir adhérer à ce modèle. Et bien évidemment, avec une gouvernance aussi qui permet aux entreprises fondatrices, mais aussi à d'autres, de faire évoluer, si c'est voté collectivement, etc., cette enveloppe. Parce que on le disait, que ce soit Maxime ou Thomas, on est dans un contexte où le marché évolue très vite, la finance durable évolue très vite, la réglementation évolue aussi de plus en plus, et donc on ne veut pas être uniquement sur un dispositif qui soit figé à date et qui devienne peut-être obsolète dans 2, 3, 5 ans. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir, donc on a 2 enveloppes, plan épargne inter-entreprise, plan épargne retraite collectif inter-entreprise, qui permet à toute entreprise de venir adhérer à ce dispositif et bénéficier de ces plans d'épargne avec la gamme de fonds qu'on a sélectionnés et avec ces approches justement responsables et solidaires. L'idée étant
qu'à partir de septembre, l'adhésion soit totalement digitalisée. Donc, c'est-à-dire qu'une souscription, je pense que c'est 5 à 7 minutes clé en main si on a tout pour une entreprise, si on a toutes les pièces qu'il faut, etc. Donc, alors, je ne dis pas qu'il faut faire de la diffusion massive. Vous avez compris que la conduite du changement, elle était importante. Mais en tout cas, pour les entreprises, et je terminerai là-dessus, qui veulent s'engager, on a soit la possibilité d'ouvrir ces dispositifs quand vos entreprises ne sont pas équipées, quand vos structures ne sont pas équipées. Et là, je vous invite plutôt à me contacter pour en discuter avant, parce que Thomas le sait, il y a quand même plutôt un esprit de philosophie. D'abord, l'épargne salariale, c'est intégré dans la politique de rémunération de la structure, etc. Donc, c'est pas juste se dire, je vais ouvrir une enveloppe financière pour mes collaborateurs. Et il y a également la possibilité pour les entreprises qui sont déjà équipées de ces dispositifs comme Nord6 l'était et qui veulent le faire évoluer, de basculer sur ce nouveau dispositif. Merci Louis. Bon, Geoffroy a pas mal réagi, commenté, posé des questions. Du coup, Geoffroy, je te propose de prendre la parole et s'il y a quelque chose en particulier que tu aimerais qu'on précise, faisons comme cela. Le temps que le micro soit activé. Sinon, je lirai une de tes questions. Ouais, Enfin, c'est bon. bonjour. Tout d'abord, merci de cette initiative. Tout d'abord parce que je pense qu'il y a aujourd'hui sur le marché un déficit crucial, effectivement, d'informations. Et super cette proposition de combo dans la réalisation concrète entre une entreprise et des gestionnaires, dans l'intermédiation d'un spécialiste de la finance responsable. Cela vient mettre un grain supplémentaire face à ce déficit d'information. Donc, et ça rapproche effectivement les hommes dans leurs expertises. Donc, un grand merci. Simplement, ouais, j'ai posé quelques questions. J'ai également, vous avez vu, mis une ou deux petites remarques. Attention aux labels. Oui, les labels, puisque moi-même, je suis développeur d'une ESUS qui est sous label, par exemple, Finansol. Donc, il n'est pas question de jeter à la poubelle les labels. Mais je veux rappeler quand même qu'il existe un agrément d'État qui s'appelle l'agrément ESUS, Entreprise solidaire d'utilité sociale, et qui embrasse CQFD, l'un des derniers rapports de la Cour des comptes, qui embrasse initialement beaucoup les modes de gouvernance des entreprises, à savoir des modes de gouvernance participatifs et des modes de gouvernance notamment en matière de redistribution des bénéfices, qui partagent le fait que plus de 50% de leurs bénéfices, voire 57 exactement et plus de leurs bénéfices sera réalloué à l'investissement objet de l'ESUS, de l'entreprise solidaire. Donc, je dis oui au label, mais je rappelle également que je pense qu'il faut, il faut marquer au fer rouge le développement de l'agrément d'État, puisque la puissance publique doit être présente en partenariat avec la puissance privée que vous représentez, d'une part. Par ailleurs, bon, je faisais état effectivement que si aujourd'hui on peut se réjouir que de deux phénomènes que vous avez bien rappelés, Louis et Maxime, et je vous en remercie, que la finance dite classique et la finance dite responsable et ou solidaire et autres différents termes qu'on peut employer sont en train de se rapprocher à travers des méthodologies et autres où la finance même classique se raccroche à l'ensemble des développements de ces 10-15 dernières années de précurseurs tels que Mirova. Pour autant, cette convergence n'est pas complète encore. CQFD, 5% à peine de l'épargne totale des Français est fléchée de manière réellement éco-responsable. Quand je dis éco-responsable, c'est économiquement, socialement et écologiquement. J'aime bien le terme d'éco-responsable parce que ça reprend tout. L'éco-responsabilité, ce n'est pas que l'écologie. Donc, à peine 5%, sachant que les Français sont les deuxièmes plus gros épargnants au monde après les Japonais. Donc, on a encore du chemin. Merci encore à vous de ce webinar qui conforte ce chemin. Maintenant, petite question très, très concrète.
parce qu'effectivement, le rapprochement de l'épargne salariale, donc de l'enveloppe épargne salariale avec la finance fléchée, solidaire, responsable, est un domaine assez opaque pour le commun des mortels, et même pour moi, je vous avoue que c'est assez opaque, alors que je suis baigné dedans. Alors, première question, j'ai entendu que, merci Louis de cette précision, qu'il y avait, ou c'est Maxime, je ne sais pas, l'un des deux en qualité professionnelle, qui a rappelé que dans le cadre d'un PEE, on avait une obligation de passer par, alors l'intermédiation, vaut mieux y passer parce que Louis expliquait qu'effectivement ça impactait pas mal de notions et ça définissait, via l'intermédiation, on définissait bien son cadre, mais qu'ensuite, dans la réalité, il fallait passer par un gestionnaire. Donc, effectivement, il n'y a pas de possibilité pour un porteur de projet d'utilité sociale ou solidaire ou écologique d'aller directement voir une entreprise. Il faut passer par un gestionnaire. Donc, je pose la question, c'est quels sont aujourd'hui, est-ce que les gestionnaires sont en capacité d'aller au-delà de leurs obligations légales d'information annuelle à travers leur notice d'information annuelle sur la gestion des fonds, pour aller plus loin et dans leur présentation, présenter les impacts des entreprises sur lesquelles elles ont investi. Ce que je me suis fait comprendre et où est-ce qu'on en est là-dessus? Maxime, je te propose de répondre rapidement et te laisser ensuite rebondir sur la partie gestion. Enfin, parce qu'il y a gestionnaire du plan d'épargne et après il y a les gestionnaires d'actifs des fonds. Voilà. Alors, pour ma casquette côté effectivement financier et gestionnaire d'actifs de fonds, je souscris totalement à l'ensemble des propos qu'on vient d'entendre. Il y a une impulsion qui a été donnée. On n'en est encore qu'aux prémices, je pense, de la démocratisation de cette notion de finance durable, mais de plus en plus d'acteurs en parlent et ça contribue donc à la faire accélérer. On dit souvent que le plus dur est de mettre le pied à l'étrier. Je pense qu'il a été fait et que tout le monde demande d'accélérer fortement. Les gestionnaires d'actifs sont également confrontés, et c'est très très bien comme ça, à une réglementation qui est de plus en plus accrue vis-à-vis de cette tendance-là et qui a besoin de débroussailler, d'apporter de la méthodologie et des définitions communes pour tous les acteurs de la gestion d'actifs. Et il y a une réglementation extrêmement récente à ce sujet qui montre encore une fois que les choses évoluent, qui s'appelle la réglementation SFDR, qui a vocation à un petit peu d'harmoniser les méthodologies utilisées par tous les acteurs de l'asset management en France et en Europe notamment, et qui vient classer les acteurs de la gestion d'actifs en 3 catégories qu'on appelle des articles, article 6, article 8, article 9. Article 6, l'article 6 regroupe des acteurs qui proposent des produits financiers dits classiques, bien loin des préoccupations liées à cette finance durable et utile qu'on a pu évoquer depuis le début du webinaire. C'est ni bien ni mal, c'est comme ça, je ne suis pas dans le jugement de valeur. Il y a un article qualifié de 8 qui regroupe les acteurs qui disent faire de l'ISR, mais avec un nombre de méthodes qui sont extrêmement diverses et variées, et on qualifie ces gérants, article 8, qui font la promotion des caractéristiques ESG, peu importe finalement quelle est la méthodologie qu'ils adoptent. Et on a bien vu qu'il y avait différentes méthodes qui étaient plus ou moins pures. On a parlé de best in class, on a parlé de best in universe, par exemple. Et puis, vous avez, si on avance sur l'échelle de la pureté, je dirais, le dernier article, qui est l'article 9 SFDR, et qui vient qualifier les gérants d'actifs qui vont proposer des stratégies intégrées donc par des entreprises qui vont avoir un objectif direct de développement durable, mesurable. Mesurable comment? Par des critères et notions d'impact qui sont quantitatives. C'est l'empreinte carbone. Alors, pour vous donner une notion et parler de la paroisse, chez Mirova, 100% des fonds sont article 9. 100% des fonds qualifient cet objectif direct de développement durable et le montrent et le mesurent par un critère d'impact lié à l'empreinte carbone, la trajectoire de réchauffement climatique de nos portefeuilles que j'évoquais tout à l'heure à 1,5 degré, en collaboration avec un organisme qui s'appelle Carbone 4, qui est, je dirais, drivé et sous le feu des projecteurs par quelqu'un qui est extrêmement emblématique, qui s'appelle Jean-Marc Jancovici. C'est par exemple un critère d'impact sur la création d'emplois, être capable de qualifier la création d'emplois nets générés par une entreprise qui a été financée par Mirova. On s'est rapproché de Trendéo
pour qualifier cette notion de critère d'impact, et puis un critère d'impact sur la biodiversité, avec la combinaison suite à un appel d'offres qui a été fait par 7 asset managers de la place en France, et le rapprochement avec un organisme qui s'appelle Iceberg Data Lab et eConsult, qui permet de fabriquer un critère d'impact sur la biodiversité et donc de proposer et mesurer concrètement l'approche d'un gérant comme Mirova et comme d'autres sur la place. Donc voilà, tout est en marche. Le plus dur était de mettre les choses en marche. Il y a encore énormément de choses à faire. Quand un sujet est repris à toutes les sauces, quelle que soit la sauce, c'est toujours positif parce que ça fait avancer le schmilblick et ça fait avancer la normalisation de ce sujet. Et encore une fois, pour rebondir, et je m'arrête là, pas accaparer la parole, mais je rebondissais sur ce que disait Thomas tout à l'heure. On est convaincu chez Mirova, et on le voit aujourd'hui, qu'il y a une dualité, et c'est même presque plus une dualité, c'est une symbiose entre l'impact et la performance financière. On est, nous, persuadés chez Mirova que les entreprises à impact auront un cercle beaucoup plus vertueux et durable de génération de performance financière, et on le voit dans nos quotidiens. Souvenez-vous, il y a quelques jours, de l'Assemblée générale de Total Energy et d'autres assemblées générales de Carrefour et d'autres acteurs. Ces entreprises-là sont au pied du mur aujourd'hui et doivent intégrer ces dimensions environnementales, sociales et de gouvernance pour une raison: si elles veulent continuer à être en vie demain. C'est bien de ça dont on parle aujourd'hui. Voilà pour alimenter, un petit peu rebondir sur les propos de Geoffroy, si je ne dis pas de bêtises, et puis de Louis. Merci. Je me permets de modérer puisqu'il est déjà 13h passé, qu'on n'a pas pris d'autres questions, donc j'aimerais bien voir si éventuellement il y en a une ou deux autres. Et on termine à 13h10. On se déborde un petit peu, mais pas trop, parce qu'il y a d'autres choses qui enchaînent ensuite pour tout le monde. Est-ce qu'il y avait d'autres questions éventuellement Oui, je vais en poser une petite, Pierre. Vas-y, Pierre. Donc, on va avoir le plaisir de se rencontrer la semaine prochaine. Je suis inscrit à Perma Entreprise. Moi, j'ai une petite question pratico-pratique donc sur le plan d'épargne entreprise qui est monté par Norcis. Je voulais savoir, donc, dans les options qui sont présentées, je pense qu'il y en a plusieurs et dont certaines qui ne sont pas forcément solidaires, des plutôt traditionnelles. Je voulais savoir justement si l'option par défaut était une autre option et si quelque part l'option solidaire était une des options, combien il y avait d'options solidaires. Et ça permet finalement de mesurer aussi l'engagement et l'adhésion et un retour sur la politique RSE que je vais être amené à mener. Donc, c'est un levier quelque part qui me paraît intéressant pour mesurer justement mon impact auprès de mes collaborateurs. Ce que je peux te dire déjà très spontanément, c'est que nous, on vient d'acter le versement au 31 mai de la participation au titre de l'année 2022. On est le 8 juin. C'est encore trop tôt pour te dire comment les salariés ont décidé d'allouer leurs différents, leur argent sur les différents fonds. Louis, tu peux peut-être répondre plus sur la sélection qu'on a décidé de faire avec le CSE en complément. Ce qui est important de comprendre, Pierre, c'est que dans le plan d'épargne qu'on a constitué, on n'y a référencé que des fonds qui sont des fonds responsables et solidaires. Alors, ils n'ont pas tous la même approche. Ils n'ont pas tous 10% investis dans l'économie sociale et solidaire sur les ESUS dont parlait Geoffroy, parce qu'il y a une logique de niveau de risque, etc. Mais ils intègrent tous une approche éthique qui nous a semblé être la plus exigeante possible. Par exemple, les fonds de Mirova ne sont pas tous 90-10 dans la gamme, et pourtant, on a des approches thématiques, on a des approches best in universe qui vont très très loin, avec la mesurabilité sur l'empreinte carbone du portefeuille. Donc, voilà. Deuxième point, le fonds par défaut qui a été choisi n'est pas le fonds monétaire. Parce qu'un fonds monétaire, je vais être très cru, ça n'a pas d'impact. C'est des produits de taux, c'est des obligations d'État. Alors après, on peut discuter sur est-ce que l'État français, prendre de la dette de l'État français, ça a un impact positif, négatif, comment, etc. Je pense qu'on va déborder de 13h10, donc je ne rentrerai pas dans le... Louis, je vais plus loin. Il est reconnu dans certaines études que les fonds monétaires sont même émetteurs de carbone. Oui, voilà. Donc on s'est prémuni d'un fonds monétaire parce qu'on est obligé, mais on n'en a pas fait le fonds par défaut. Le fonds par défaut étant un fonds qui a justement une approche responsable, comme on évoquait tout à l'heure, donc Best in Universe, et qui par contre
un profil de risque assez faible quand même, parce qu'il ne faut pas par défaut mettre en risque fortement l'épargne des collaborateurs. Voilà. Après, sur les retours, on pourra les donner un petit peu plus tard. Thomas, comme tu dis, c'est un petit peu tôt parce que la participation vient d'être versée, mais il y a aussi un enjeu pour les collaborateurs de contexte économique et de projet. Et il faut quand même être assez transparent. Ça, c'est une statistique française, mais on a quand même entre un tiers et 50% des fonds des plans d'épargne salariale qui sont placés sur les monétaires. Parce que c'est le fonds par défaut, parce que c'est le moins risqué, parce que le capital y est quasi garanti et parce que les collaborateurs n'ont pas suffisamment de pédagogie. Donc, l'outil qu'on a utilisé, notamment de dire on exclut le fonds monétaire comme fonds par défaut, on essaie d'avoir un maximum de pédagogie, etc. Ça permet de réduire, et on verra, Thomas, avec les statistiques, cette proportion-là. Mais dans un contexte notamment économique qui est le nôtre, l'inflation, une perte de confiance, etc., on a quand même des collaborateurs qui cherchent la sécurité. Ça, il ne faut pas se... Voilà, c'est malheureusement... Juste, je complète ma question. Est-ce que finalement, vous nous avez dit que ça avait été retoqué dans un premier temps. Est-ce que le retocage, ça vient du fait que vous vouliez être 100% solidaire ou est-ce que ça l'aurait pas été, ça aurait été retoqué? Pourquoi ça a été retoqué dans un premier temps? Alors, quand on dit retoqué, ça a été retoqué par les collaborateurs. Ça n'avait pas été retoqué par la direction régionale du travail à qui on dépose le plan d'épargne salariale, etc., et qui est validé. Donc, d'un point de vue juridique, réglementaire, il n'y a pas eu de retocage. En fait, mais Thomas, tu pourras compléter, c'est juste que quand on en a parlé au CSE, on avait déjà beaucoup travaillé en amont avec la direction. On a voulu aller assez vite parce que c'est un enjeu, quand il y a des encours financiers et comme on est des convaincus, on est un peu des fonceurs, Thomas, je pense qu'il faut le dire. Et c'est là où le retocage, c'était une expression pour dire le CSE nous a mis le haut là en disant attendez, pour l'instant, non, on ouvre le dossier, on l'élargit à tous les collaborateurs, on le co-construit encore plus de manière encore plus participative. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé à une V2, si vous voulez. Il y a une V1, V2 qui était assez similaire. L'état d'esprit était déjà là et insufflé. Vous allez le découvrir si vous faites l'atelier par ma entreprise la semaine prochaine. Mais Norty, c'est une entreprise qui a énormément de valeur et beaucoup de choses qui sont insufflées aussi par la direction et qui sont force de proposition. Mais il y avait un besoin de pédagogie qu'on a du coup pris le temps de respecter et qui porte ses fruits. C'est une conduite du changement. Donc, comme on expérimente, les choix qui ont été faits collectivement sont des choix de transition, pas des choix de radicalité, je dirais. Donc, on a cette espèce d'équilibre entre des nouveaux fonds, des fonds que nous avions déjà, on pourra poursuivre ce cheminement pour les faire évoluer peut-être vers davantage encore de fonds dédiés à des thèmes ou des best in universe qui nous semblent être au niveau des exigences à se mettre pour contribuer à un monde qui soit plus juste et plus soutenable. Chez nous, on redistribue quand même une grande partie des richesses créées. Sur le résultat net, je pense que c'est plus de 50%. Il y a différents mécanismes, fondations, fonds de dotation, participation, etc. Moi, je veux juste vous dire en conclusion, parce que c'est ça qui m'avait méchamment mis face à certaines responsabilités, en fait, c'est que aujourd'hui, les encours présents chez nous, c'est plus de 10 fois ce qu'on investit en termes de stratégie de contribution carbone. Donc, en fait, et pourtant, je peux vous assurer qu'on n'est pas petits joueurs. Donc, en fait, ça veut dire qu'on peut faire de mieux qu'on peut sur notre strat climat. Si 10 fois le montant annuel est placé sur des trucs qui sont destructeurs pour le vivant, en fait, on n'a pas du tout réussi à faire ce qu'on voulait. C'est pour ça que c'est important, c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de la pédagogie, c'est pour ça qu'on espère qu'à travers ce projet-là, on pourra faire gagner du temps à d'autres et contribuer à une finance qui serve vraiment les transitions et une société qui soit un petit peu plus juste. Voilà. Je propose que ça puisse être le mot de la fin, puisqu'il est 13h10. Très beau mot de la fin. Merci. Je vois qu'il y a une question de Thibaut dans le chat. Ce que je propose, Thomas, c'est peut-être de répondre par mail de manière séparée pour pas prendre. Ouais, ou si tu veux finir avec l'ami Yves, qui lui aussi est venu chez nous en formation PERMA, donc c'est bien peut-être connu.
À la limite, vous pouvez, si tu as une dernière question, que tu as le temps de la prendre, moi je dois vraiment vous laisser, mais vous pouvez aussi faire ça si tu as le Très temps. bien. Bah, si vous avez le temps, moi, je peux rester un petit peu après pour répondre à votre question. Bon, eh bien, je me permets de filer à l'anglaise. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et puis on rediffusera ça en replay. N'hésitez pas à le diffuser. Vous l'avez compris, on est méchamment animé par l'envie que ça profite et que ça soit bénéfique pour notre société en général. Donc, on essaie de faire notre part. On compte sur vous pour nous aider à ça. À bientôt. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne journée.